J'ai réécouté votre livre pendant le vol qui m'a amené ici. Je ne l'avais pas écouté depuis environ 6 ans. Et la première fois que j'ai lu Père riche, Père pauvre, je pensais que c'était un livre sur l'argent. Mais quand je l'ai réécouté, il y a quelques jours, c'était différent. Je l'ai vu comme un livre sur la peur, sur la connaissance de soi, sur l'état d'esprit. Car vous décrivez ces gens, et ils sont dans leur monde, ils ne veulent pas reconnaître qu'ils y sont. C'est comme une prison dans leur esprit. Exact. Est-ce ce que vous avez essayé de traverser quand vous avez écrit ce livre? Eh bien, je ne sais pas ce que j'ai essayé de traverser. En réalité, j'avais créé ce jeu de société nommé Cashflow. Et je ne pouvais pas vendre le jeu. Je devais écrire le manuel d'emploi. Et le manuel d'emploi que j'ai écrit était Père riche, Père pauvre. Cashflow est sorti en 1996 et Père riche, Père pauvre est sorti en 1997. Le fait que Cashflow concerne la comptabilité, Père riche, Père pauvre est un livre sur la comptabilité, revenu, bilan, trésorerie. Je ne sais pas si vous avez déjà pris des cours de comptabilité, mais il n'y a rien de plus ennuyeux que la comptabilité. Donc pour sortir Père riche, Père pauvre, qui est un livre sur la comptabilité, et c'est le meilleur livre de finances personnelles de tous les temps. Ça devait donc être intéressant. Ça a permis de vendre le jeu Cashflow. Et aujourd'hui, il y a des milliers de clubs Cashflow dans le monde. La mission était de faire que les gens enseignent à d'autres que vous pouvez contourner le système scolaire. Car le système scolaire ne vous apprendra jamais rien sur l'argent. Le système scolaire est fait pour vous apprendre à être un employé. Ce qui est important, un docteur, un avocat, un spécialiste, mais jamais sur l'argent. Une fois que je serai suffisamment vieux, que je serai à la retraite, que je serai riche et que je serai confortable, c'était une sorte de conscience sociale. Je devais partager ce que je sais. C'est pourquoi ça a pris jusqu'à 1996 avant que le jeu Cashflow puisse sortir. Car comme ça, je pouvais voir le crash de 1998 arriver. Et Père riche, Père pauvre est sorti en 1997. Il s'est avéré que tous les éditeurs m'ont refusé. Ils me disaient que je ne savais pas de quoi je parlais. Car je disais que ceux qui font des économies sont des losers. Votre maison n'est pas un actif. Et les riches ne travaillent pas pour l'argent. Les éditeurs sont comme mon père. Des superstars académiques. Ce sont les meilleurs de l'école. Ils ont refusé le livre en faisant de l'autopublication. Et beaucoup de compagnies de marketing de réseau ont pris le livre comme Amway et d'autres. Ils ont pris le livre pour aider au recrutement. Car ça parle d'indépendance financière. Ils font la même chose que moi. Puis Oprah m'a appelé en 2000. Grâce à Oprah, je suis passé de obscurité à mondialement connu en une nuit. En 2000. Le livre a fait partie des meilleures ventes du New York Times pendant 7 ans. Jusqu'à ce que le New York Times le retire. Ils ont dit que ça avait assez duré. Mais comme vous le savez, la plupart des gens dans le domaine de l'édition ou du journalisme sont de l'autre côté de la médaille du capitalisme. Vous savez. Alors ils n'aiment pas ceux qui font de l'argent. C'est comme mon côté père pauvre. Voici l'histoire. Et je joue au Monopoly dans la vie réelle. Je n'ai pas besoin d'avoir un travail, je n'ai pas de retraite, je ne veux pas que le gouvernement s'occupe de moi, mais je ressens la responsabilité sociale d'enseigner, et c'est ce que mon père riche a fait pour moi. Vous avez dit que le livre était sur la comptabilité. Et c'est un excellent livre sur la comptabilité, car ça la rend compréhensible. J'ai pris la comptabilité en école de business, et je vois ce que vous voulez dire. C'est ennuyeux. C'est ennuyeux. Mais c'est aussi un livre au sujet de vos propres peurs. Je pense que c'est pourquoi ça résonne avec les gens. Vous leur dites les choses et ils savent que c'est vrai. Ils savent en regardant dans le miroir qu'ils ne font pas les bons choix. Ils ne sont pas disciplinés. Ils font les mauvaises choses. Ils savent qu'ils ne sont pas heureux. Ils auront peur toute leur vie. En attendant la prochaine paye. Et on peut le comprendre. Vous savez, nous avons tous des peurs. Pour dire la vérité. Nous avons tous des peurs. La différence, c'est comment vous les gérez. Einstein disait « L'imagination est plus importante que le savoir.
mais le savoir décuple l'imagination. La chose dont les gens manquent, c'est l'éducation financière, comme la comptabilité, les dettes, les taxes. Vous devez connaître ces choses-là. Ils ne l'enseignent à personne à l'école. Donc quand les gens me demandent comment votre père riche a appris cela, alors que votre père pauvre avec un doctorat ne l'a pas appris, la raison est simple. Mon père riche n'était pas un ami de mon père pauvre. Son père est mort quand il avait 13 ans. Mon père riche s'est retrouvé avec ce business de famille à s'occuper à l'âge de 13 ans. Il a quitté l'école, ce qui fut sa bénédiction. Il y a des bénédictions. Parfois, une bénédiction ne ressemble pas à une bénédiction, mais elle finit par en être une. Ses enseignants sont devenus ses comptables, son avocat, son banquier, ses agents immobiliers. Il a donc eu ce que j'appelle de vrais enseignants. Pas ces faux enseignants de l'école. La plupart des enseignants de l'école n'ont aucune éthique. Ils enseignent des sujets qu'ils ne mettent pas en application eux-mêmes. J'ai eu le même problème dans mon école de commerce. Je me suis disputé avec mon professeur de marketing car il n'avait pas de business. Puis je me suis disputé avec un professeur de comptabilité car le professeur de comptabilité ne connaissait pas la comptabilité. J'en savais plus que lui sur la comptabilité, car j'avais tenu des livres de compte pour les compagnies de mon père riche. Alors je ne suis pas un comptable, mais je comprends la comptabilité. Ça a marqué la fin de mes études, car j'ai compris que c'était un faux professeur. Un faux professeur est quelqu'un qui veut juste un travail et qui enseignera n'importe quoi. Ils enseigneront comment faire briller vos chaussures si vous leur donnez plus d'argent. Mais ils ne connaissent pas vraiment ce qu'ils enseignent. Par exemple, mon professeur de calcul qui a fait l'école militaire à New York. J'ai demandé à mon professeur. Je suis dans ma 3e année de calcul maintenant. Le cours s'appelait la résistance des matériaux. Je lui dis, est-ce que je vais vraiment utiliser ça un jour? Il me dit non. Pourquoi l'enseignez-vous alors? Il me dit pour être payé. Est-ce que vous l'utilisez au moins? Il répond non. C'est pourquoi, une des choses à faire dans la vie, ce que je suggère aux gens, c'est de trouver un vrai enseignant contrairement à un faux enseignant. Un faux professeur ne fait pas ce qu'il enseigne. Et un vrai professeur est quelqu'un qui fait ce qu'il enseigne tous les jours. Mon comptable et mon avocat font ça tous les jours. C'est comme ça que j'ai appris. Car chaque jour, je résous des problèmes dans mon business. J'ai des comptables, des banquiers et tout le reste en numérotation abrégée. Car je résous des problèmes avec mon équipe. C'est comme ça que je suis devenu intelligent. Comment vous sentez-vous 21 ans plus tard, après que le livre ait été publié? L'information est plus que jamais accessible. Nous avons YouTube, Internet et tout le reste. Est-ce que les gens sont mieux éduqués financièrement? Non, c'est encore pire. Je veux dire, j'ai une émission de radio Père riche demain et j'interviewe cette équipe. Ce sont des psychiatres scolaires. Dans leurs livres, ils parlent de la façon dont notre système scolaire affaiblit nos étudiants à l'école. Ils ont quelque chose appelé l'effet de déclencheur du doute. En tant que professeur, vous ne pouvez pas dire quoi que ce soit qui énerverait. Il ne faut rien qui puisse ébranler leur point de vue. Alors, si j'allais à l'école, je me ferais jeter dehors, car je serais une menace. Pour moi, l'école est supposée vous ouvrir les yeux et votre esprit à de nouvelles idées. Mais aujourd'hui, c'est hors du système. Tout le monde doit rester politiquement correct, et ça nous tue. Ça tue le cerveau de nos enfants, qui dégraissent, mais dans leur tête. Ils sont plus éclairés, c'est peut-être le cas. Mais si je n'avais pas été confronté à des idées qui m'avaient bousculé, je n'aurais jamais rien appris de nouveau. Et les mécanismes déclencheurs, comme ceci. Ils ne vous laissent plus avoir des cacahuètes dorénavant. Ils ont découvert que si vous empêchez un enfant d'avoir des cacahuètes, sa propension à avoir une allergie augmente. Alors c'est fini Charlie, tu n'auras plus de cacahuètes. 17% découvriront qu'ils sont allergiques aux cacahuètes. Mais si vous donniez les cacahuètes aux enfants,
seulement 3% d'entre eux y seront allergiques. C'est un peu une métaphore pour le livre. Il dit que l'école rend nos enfants plus faibles.